We honor and thank the traditional custodians of this land and strive to work for the success of future generations. Furthermore, we cannot have an acknowledgement without a commitment to action. At Vanier College, we are striving to remain engaged in the process of conciliation by incorporating all the principles of the Indigenous Education Protocol. We will continue to work for the success of future generations of students from all backgrounds. So before I introduce our guests, just a little bit of housekeeping. First, for those of you in the room, just turn off your phones or at least the sound. I know some of you are taking notes, which is fine. For those of you watching the stream, which is pretty cool, if you're unfamiliar with the Zoom platform, please note that you may change your viewing preferences for the screen by clicking on the view at the top right corner of the window, which is actually opposite to what I'm pointing to now that I look at myself on screen. Also, if you wish to ask any questions during or after the presentation, if there's time, just type them into the Q&A box, which you may access by clicking on the Q&A icon at the bottom of the Zoom window. Verbal access and the chat functions have been disabled for audience members during the webinar. Now I will introduce our guests. So our first guest is Nathalie Batreville, working as an assistant professor at Concordia University's Simone de Beauvoir Institute since 2019. Nathalie teaches and conducts research in the area of Black feminisms, queer theory, Haitian studies, and prison abolition. In doing so, she seeks to generate and illuminate frameworks that challenge both state violence and interpersonal violence. Dr. Batreville's scholarship has appeared in scholarly publications such as Small Acts, the Journal of Haitian Studies, the CLR James Journal, and Tangence, in addition to other media sources like Canadian Art, Spiral, and Ricochet. She is completing her first book, Rethinking the Grammar of Consent, Black Feminist Disruptive Agency, in which she rethinks notions of consent and agency from a Black feminist perspective. Our other guest, Fania Noel, is a Haitian-born French Afro-feminist organizer, thinker, and writer. She is a sociology PhD student broadly interested in Africana studies, critical race theory, Black feminism, Haitian diaspora, and capitalism studies. For her dissertation, she is studying Black feminism on a global scale, highlighting tension, divergence, convergence in ideology, praxis, and political agenda and organization between Black feminist movement in predominantly non-Black countries and ones in Black countries regarding white supremacy, neoliberalism, heteropatriarchy, neocolonialism, and internationalism, Pan-Africanism. She is working closely on this research with Deva Woodley, Associate Professor of Politics, and Benoit Chaland, Associate Professor of Sociology. And without any further ado, I turn it over to our speakers. Bonjour, alors c'est moi qui ai le plaisir de commencer. Je crois que toutes les deux, on va faire la présentation en français. Mais si vous voulez poser des questions qu'on réponde en anglais, c'est tout à fait possible. Donc, j'aimerais commencer en remerciant Léla Beder pour l'invitation de participer à cette conférence. J'aimerais vous remercier toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour écouter nos propos. Et j'aimerais aussi remercier Fania. C'est toujours un plaisir d'avoir Fania comme interlocutrice extrêmement brillante et engageante, engagée, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais contente de participer à cet événement, c'était pour pouvoir être aux côtés de Fania. Donc aujourd'hui, le plan en gros, c'est que moi, je vais débuter et je vais donner une espèce de survol de la pensée de Bell Hooks et aussi de ses interventions qui ont trait aux questions de famille et aux questions d'amour.
Et ensuite, Fania va prendre la relève pour nous amener vers des questions plus pratiques, plus concrètes, qui ont rapport avec le militantisme et les milieux communautaires. Et donc, à l'application, en quelque sorte, pratique des théories et de la pensée de Bell Hooks. Donc, pour débuter, Bell Hooks, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est une intellectuelle féministe qui est née le 25 septembre 1952 et qui est décédée le 15 décembre 2001, donc il y a seulement quelques mois. Et donc, on est très touchés de participer à cet événement en hommage à Bell Hooks, à sa vie, à sa contribution. Bell Hooks était une universitaire, donc une professeure, une intellectuelle, une féministe, une poétesse et plus largement une figure vraiment monumentale du Black feminism et une figure monumentale aussi dans l'espace des Black Studies, des études afro-américaines, diasporiques, etc. Pour résumer un peu le Black feminism et la contribution de Bell Hooks au sein de cette pensée, le Black feminism, c'est une pensée féministe radicale qui s'intéresse à la spécificité de l'expérience des femmes noires. Et dans cette spécificité, souvent, c'est une pensée qui est dans une visée oppositionnelle, d'une part, par rapport aux féministes traditionnels mainstream blancs, et aussi par rapport au mouvement nationaliste noir, au mouvement de libération noire qui souvent ne prend pas en considération l'expérience des femmes et dans les milieux des féministes blancs qui ne prennent pas en considération l'expérience des personnes noires. Et donc, elle se situe dans ce discours radical qui essaie de restructurer la société à partir de la perspective des femmes noires, qui inclut aussi la perspective des femmes queer, des femmes trans, et qui s'inscrivait déjà dans sa carrière commence dans les fin des années 70, début des années 80, et déjà dans la lignée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, qui a beaucoup été galvaudée, mais déjà en 1981, elle réfléchissait à justement la spécificité de l'expérience des femmes noires à l'intersection et des questions de genre et des questions de race. Et plus largement, au-delà de penser deux axes d'oppression, elle s'exprimait souvent et exprimait la condition des femmes noires et la condition de notre société en général en parlant de patriarcat capitaliste, impérialiste, suprémaciste blanc. Et donc, il y avait et la dimension coloniale, impériale, néocoloniale, la dimension capitaliste, la dimension patriarcale, la dimension suprémaciste blanche. Et donc, c'est quelqu'un qui, dans sa pensée, a voulu embrasser l'ensemble des oppressions auxquelles font face les femmes noires et aussi les oppressions qui, finalement, structurent notre société à nous toutes et à nous tous. Et donc, elle a publié énormément d'ouvrages, de livres, d'essais. Elle a publié aussi des livres pour enfants. Elle a participé à énormément de conférences, d'entrevues. Beaucoup d'entre elles sont disponibles sur Internet et je vous recommande de chercher, de plonger dans cet univers. Dans les 40 dernières années, il y a peu de débats culturels qui touchent aux questions de genre et de race auxquels Bell Hooks n'a pas participé, que ce soit les questions d'appropriation culturelle, la question de la représentation de la violence, la représentation de la sexualité, la représentation du corps de la femme noire. Elle a toujours été impliquée dans ces questions-là. Elle a aussi, dans les années 90, été à contre-courant, ou disons à l'avant-garde de la pensée féministe par rapport aux questions de sexualité comme les questions du BDSM, du sadomasochisme, des sexualités qu'on pourrait dire marginalisées, alors que beaucoup de milieux féministes, beaucoup de milieux lesbiens, y compris par exemple Audre Lorde, étaient contre les pratiques comme le sadomasochisme, le BDSM. Bell Hooks, déjà dans les années 90, au début des années 90, s'intéressait aux possibilités qu'il pouvait y avoir pour les femmes, et notamment les femmes noires, dans ces pratiques sexuelles marginalisées. Et de manière générale, c'était une chercheure qui justement nous demandait à pousser les limites de notre imaginaire et dans les questions de représentation culturelle, mais aussi dans nos relations interpersonnelles.
Et c'est un peu le sujet dans lequel on va plonger aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais juste faire un bref survol, non pas de tous ces ouvrages, parce qu'il y en a plus d'une vingtaine, mais simplement des ouvrages qui ont été traduits en français. Donc, d'abord, son premier livre qui paraît en 1981, Ain't I a Woman, Black Woman and Feminism, qui a été traduit par Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme. Ensuite, en 1984, Feminist Theory from Margin to Center a été traduit en français par De la marge au centre, théorie féministe. Ensuite, son ouvrage de 1994, Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom, a été traduit par Apprendre à transgresser, l'éducation comme pratique de la liberté. Ensuite, Feminism is for Everybody, Passionate Politics, paru en 2000, que j'ai offert à mon neveu, a été traduit par Tout le monde peut être féministe. Et ensuite, en 2003, son ouvrage The Will to Change, Men, Masculinity and Love a été traduit vers le français par le titre La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour. Et donc, justement, la question de l'amour et aussi de l'influence du patriarcat, du capitalisme sur l'expérience qu'on peut avoir de l'amour, c'est le sujet qu'on voulait embrasser aujourd'hui. Et c'est aussi une des interventions les plus importantes de Bell Hooks. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet et elle a aussi eu le courage, en quelque sorte, en tant qu'universitaire, d'aborder un sujet qui, elle le souligne elle-même, n'est pas particulièrement populaire, n'est pas particulièrement à la mode ou n'est pas considéré comme un sujet de recherche intellectuelle, un sujet d'analyse intellectuelle valable dans les milieux académiques. Et donc, elle a eu le courage de prendre ce sujet, de prendre l'amour qui peut paraître un sujet qu'on réserve, par exemple, à la chanson, au cinéma, à la culture populaire. Elle a décidé d'en faire son terrain d'exploration intellectuelle. Et donc, déjà dans les années 90, donc déjà dans la deuxième décennie de son travail, dans son ouvrage Sisters of the Yam, Black Women and Self-Recovery, elle réfléchissait à l'expérience des femmes noires dans un contexte plus intime, dans un contexte familial. Elle réfléchissait à sa propre expérience par rapport à son enfance, par rapport à ses relations avec les hommes, par rapport à ses relations dans sa communauté. Et elle réfléchissait aussi aux contributions des femmes noires lesbiennes comme Audre Lorde à justement notre façon de penser la famille, notre façon de penser les relations amoureuses d'une manière assez hétéronormative et assez patriarcale. Et par opposition à ces idées établies sur la famille et sur l'amour, elle a déjà décidé dans cet ouvrage-là de 93 de proposer sa propre définition de l'amour. Et donc, je vais donner la citation en anglais et puis ensuite, je vais donner ma traduction française. Donc, dans Sisters of the Yam, Black Women and Self-Discovery, elle écrit « I am empowered by the idea of love as the will to extend oneself, to nurture one's own or another's spiritual growth, because it affirms that love is an action, that it is akin to work. » Fin de la citation. Et donc ici, elle définit l'amour non pas comme un sentiment, non pas comme une émotion, mais plutôt comme une action. Et en particulier comme la volonté de nourrir le développement de notre propre esprit ou encore de celui d'une autre ou d'un autre. Et donc cette dimension active de l'amour est vraiment centrale et vise aussi à remettre en question des relations qu'on peut entendre comme étant des relations d'amour, de famille, où en fait, il y a des situations de violence, des situations d'abus, et Hooks finalement nous pousse à remettre en question si effectivement il s'agit d'amour. Et à partir de là, elle remet non seulement en question l'espace familial, mais nous invite aussi à penser à l'amour à partir des questions d'amitié, à partir des questions de communauté. Elle nous pousse à élargir notre vision et notre compréhension de l'amour au-delà du couple monogame hétéronormatif pour vraiment comprendre l'amour comme un ensemble beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche et pour aussi avancer une vision fondamentalement anticapitaliste, donc non pas fondée sur l'achat d'une maison et le développement d'une famille,
mais aussi antipatriarcale de l'amour. Et donc, la critique de Bell Hooks est fondée sur sa propre expérience, sur l'expérience des autres femmes noires autour d'elle, et s'inscrit fondamentalement dans un effort de lutte contre la violence, de lutte contre les abus, de lutte contre les mauvais traitements que peuvent, on le sait, subir les femmes, les enfants, etc. Et donc, ce qui est important aussi dans son analyse de l'amour, c'est qu'elle souligne aussi que le modèle, la structure elle-même de la famille que nous avons aujourd'hui est un modèle, une structure qui lui-même produit la violence, qui produit la violence domestique. Et donc, dans son ouvrage All About Love, elle explique ce fonctionnement. Et donc, je vais donner la citation encore une fois en anglais et ensuite en français. Donc, elle écrit dans All About Love: By encouraging the segregation of nuclear families from the extended family, women were forced to become more dependent on an individual man, and children more dependent on an individual woman. It is this dependency that became and is the breeding ground for abuses of power. Et donc, ma traduction, c'est: en encourageant la séparation des familles nucléaires de la famille élargie, on a forcé les femmes à devenir plus dépendantes d'un seul homme et les enfants à devenir plus dépendants d'une seule femme. C'est cette dépendance qui est devenue et qui reste aujourd'hui un terreau fertile pour des abus de pouvoir. Donc, cette critique et cette pensée de Bell Hooks se situe en fait dans une longue lignée d'autres femmes noires qui ont dénoncé la violence dans un milieu interpersonnel, mais aussi les structures sociales, racistes, sexistes, capitalistes qui produisent cette violence. Et quand je pense à cette lignée, à cette généalogie qui a précédé Bell Hooks, je pense aussi à Nikki Giovanni, qui est une poétesse afro-américaine. Et dans Sisters of the Yam, Bell Hooks elle-même fait référence à un poème de Nikki Giovanni de 1968. Mais moi-même, ce qui me marque, c'est aussi une entrevue que Nikki Giovanni a donnée en 1971 avec James Baldwin. Je vous suggère toutes et tous d'aller regarder ça sur YouTube si vous ne l'avez jamais encore écouté. C'est une entrevue qui dure, je crois, 2 heures. Il y a 2 vidéos séparées. Et c'est une conversation simplement entre Nikki Giovanni, qui est une poétesse afro-américaine, et James Baldwin, qui est un écrivain afro-américain. Et dans cet échange, il parle d'énormément de choses. Il y a une différence générationnelle entre les deux. James Baldwin est plus âgé et Nikki Giovanni fait partie d'une génération beaucoup plus jeune. Et ils discutent de tout plein de sujets, mais en fait, la question de l'amour revient encore et encore et encore dans leur échange. Et c'est un point de tension par rapport à leur conception générationnelle de ce que c'est l'amour. Et c'est aussi une question, en fait, qui, malgré leur réflexion continue, qui demeure un peu sans réponse. Il y a un moment, un paroxysme dans cette conversation que je voulais citer où Nikki Giovanni est un peu exaspérée. Elle décrit sa position en tant que femme noire par rapport à la question de l'amour. Et elle dit, encore une fois, je vais donner la citation en anglais et ensuite en français. Donc, elle dit: You see, I'm a poor woman. I have nothing. I'll never have anything. I'm looking for beauty in the eyes of those I love or want to love, you know? I'm already deprived of almost everything that we find in the world. Must I also be deprived of you? Somebody has to fake it. Et donc, en français, elle dit: Vois-tu, je suis une pauvre femme. Je n'ai rien. Je n'aurai jamais rien. Je cherche la beauté dans les yeux de ceux que j'aime ou que j'ai envie d'aimer. Je suis déjà privée de presque tout ce qui se trouve dans le monde. Dois-je aussi être privée de toi? Quelqu'un doit faire semblant. Et donc, à travers leur échange où ils essaient de trouver un terrain commun où ils peuvent penser le rôle de chacun et de chacune dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, ils décrivent l'amour comme étant irrationnel, comme étant mystérieux, comme étant un cheminement, comme étant détruit, comme étant un problème, sans arriver à une définition vraiment fonctionnelle de ce que c'est l'amour. Et donc, ça, c'était en 1971. Et donc, c'est pour ça en partie que l'intervention de Bell Hooks en 93 déjà
où elle propose justement cette définition fonctionnelle de l'amour est extrêmement importante et extrêmement riche. Et en fait, des années après cette entrevue, des années après le poème aussi que Bell Hooks cite, qui est un poème de Nikki Giovanni qui date de 1968, donc un bon 50 ans, 40 ans plus tard, dans notre société, on ne sent pas nécessairement qu'on a toutes et tous une définition fonctionnelle de ce que c'est l'amour et on n'a certainement pas une définition partagée de ce que c'est, de ce que serait une définition fonctionnelle de l'amour. Et donc, ces préoccupations qui étaient portées par Nikki Giovanni, qui étaient portées par Bell Hooks tout au long de sa carrière, sont encore aujourd'hui d'actualité. Et je vous inviterai d'ailleurs à travailler à définir à avoir votre propre définition fonctionnelle de l'amour, de ce que c'est l'amour, de comment fonctionne l'amour dans votre vie, dans votre communauté. Et donc, j'aimerais terminer justement en pensant à cette dimension, à l'actualité, si on veut, de la pensée de Bell Hooks aujourd'hui. Il y a un film qui s'intitule The Feminist in Cell Blocks Why, qui témoigne justement de l'application actuelle, contemporaine, de toutes ces dimensions du travail de Hooks. C'est un documentaire qui a été créé par la réalisatrice Contessa Gale, qui est une femme noire, en 2018, donc il y a quelques années. Et dans ce documentaire, le documentaire raconte comment un groupe d'hommes incarcérés aux États-Unis s'est formé afin que les participants dans ce groupe puissent étudier collectivement les livres de Bell Hooks. C'est un peu une espèce de club de lecture, mais au-delà d'un club de lecture, c'est un groupe d'hommes incarcérés qui cherchent à étudier la pensée de Bell Hooks dans le but de transformer leur parcours et de réinventer une masculinité qui ne soit pas basée sur la domination et sur la violence. Et donc, c'est un documentaire qui est extrêmement touchant et qui témoigne justement de la force, de la portée de la pensée de Bell Hooks et des façons justement un peu toucher non seulement en fait des personnes dans différents milieux, incluant dans des milieux comme celui d'une prison. Et je termine avec cet exemple parce que je crois que c'est très important ou c'est très intéressant aussi de réfléchir au lien entre la pensée de Bell Hooks et la pensée contemporaine sur l'abolition de la prison. Et donc, juste pour vous donner un résumé bref du mouvement justement d'abolition de la prison, qui est un mouvement qu'on peut aussi appeler anticarcéral. On peut parler aussi de mouvement d'abolition pénale. Donc, l'abolition de la prison soutient d'abord comme premier principe ou comme première analyse que la prison est une institution fondamentalement violente, une institution qui isole les individus, qui les coupe de leur communauté, de leurs ressources, de ce dont ils et elles ont besoin. Donc, c'est une institution qui rend les gens moins fonctionnels, moins aptes à être en communauté. Et donc, puisque c'est une institution violente, il est difficile, voire impossible de penser qu'une institution violente puisse être la réponse à la violence. Et donc, la pensée abolitionniste ou la pensée de l'abolition de la prison considère qu'on ne peut pas faire face à la violence avec plus de violence. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, dans cette optique, l'abolition de la prison est un projet qui cherche non seulement à punir, en fait, qui cherche à éviter, à punir la violence comme le ferait la prison, mais plutôt à chercher une réelle solution qui mettrait fin à la violence. Et donc, le mouvement d'abolition de la prison, c'est un mouvement qui cherche à réimaginer, à réinventer les structures de notre société de sorte à ce qu'on s'attaque aux causes elles-mêmes de la violence dans le but d'y mettre fin ou du moins de la réduire. Et donc, c'est aussi une analyse qui considère que la prison constitue une réponse punitive à des problèmes sociaux comme la pauvreté, les inégalités sociales, la maladie mentale, le manque d'accès sécuritaire aux drogues, aux soins de santé, etc. Et donc, la prison est un espace où sont criminalisés toute une série de comportements qui sont liés finalement à la survie. Et donc, comme la prison ne constitue pas une solution ou une réponse en tant que telle aux problèmes de violence ou aux problèmes sociaux de manière générale,
le mouvement d'abolition de la prison est une invitation à chercher ailleurs, une invitation à transformer les conditions qui mènent à la violence, qui mènent à l'insécurité, qui mènent à la pauvreté, etc. Et donc, c'est pour ça que l'œuvre de Bell Hooks est vraiment interreliée à cette pensée-là, dans la mesure où l'œuvre de Bell Hooks, elle aussi, exige qu'on aille à la source des problèmes sociaux, des formes de violence auxquelles nous faisons face, qu'on aille à la source afin de changer les structures qui causent cette violence à l'échelle de la société, mais aussi à l'échelle interpersonnelle. Donc, la pensée de Bell Hooks s'intéresse aux structures sociales plus larges, aux questions de violence symbolique, aux questions culturelles, mais aussi aux relations que nous avons les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et donc, pour moi, sa pensée, elle permet d'abord d'avoir une base pour réimaginer la communauté et donc réimaginer comment est-ce qu'on pourrait arriver à un monde sans prison, d'une part, mais sa pensée, elle est aussi importante parce qu'elle nous permet de mieux aborder le travail en collectivité. Elle nous permet de mieux aborder le travail justement de militants. Elle nous permet de penser comment on adresse les conflits, comment on travaille ensemble. Et donc, ces deux axes-là, l'axe de penser, d'imaginer un monde différent, une forme de collectivité, de communautés différentes et aussi des façons d'interagir les uns avec les autres différents. C'est pourquoi la pensée de Bell Hooks est encore extrêmement importante et peut vraiment nourrir la pensée abolitionniste. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Fania pour qu'elle nous parle un peu de son expérience dans les milieux militants et la manière dont elle considère que justement la pensée de Bell Hooks peut nous aider à penser les différents conflits, les différentes tensions qui peuvent avoir lieu dans ces milieux-là. Merci beaucoup Nathalie, et encore merci pour l'invitation. Donc, j'espère que ça va bien, qu'il ne fait pas trop froid à Montréal. À Paris, il fait assez bon, où je suis actuellement pour la sortie de mon livre sur l'afroféminisme. Donc, moi, j'aimerais parler sur comment la pensée de Bell Hooks sur l'amour, comment l'idée d'amour se traduit dans les politiques et dans les politiques afroféministes, comme Bell Hooks est considérée comme une des penseuses majeures des féminismes noirs, et bien sûr, on s'inscrit en héritage. Donc, dans All About Love, que Nathalie a déjà cité, Bell Hooks parle du manque de définition claire de qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que ça veut dire, et que il semblerait que personne n'ait une définition claire, et elle propose une définition claire de l'amour, et elle dit que tous les mouvements pour la justice sociale ont une emphase sur l'éthique de l'amour. Mais cette éthique de l'amour, cette proposition à l'éthique de l'amour, cette éthique de l'amour dont les mouvements de justice sociale, comme les mouvements afroféministes, les mouvements noirs, les mouvements antiracistes, les mouvements féministes se targuent, et souvent bousculée, enfin certains trouvent qu'elle est bousculée et en contradiction par la violence et la confrontation qui caractérisent l'activité politique et l'activité militante. Parce que l'activité politique, c'est bien sûr mettre en mouvement les volontés d'agir, mettre en mouvement les corps, mettre en mouvement les désirs de liberté. Parfois, c'est des désirs de confort qui sont confondus avec des désirs de liberté. Mais pour cette mise en mouvement est confrontée à des barrières, des antagonismes qui peuvent être violents, qui vont des antagonismes et oppositions idéologiques, des rhétoriques jusqu'à des oppositions violentes, de violence physique, d'incarcération, de criminalisation des mouvements politiques. Et Bell Hooks dit ça, mais pas à propos de l'amour. Elle dit aussi que, ouvrez les guillemets, souvent l'approche liée à l'identité et au style de vie est séduisante, car elle crée l'impression d'être engagée dans une pratique. Cependant, au sein de n'importe quel mouvement politique qui vise à transformer radicalement la société, la pratique ne peut pas uniquement se résumer à créer des espaces au sein desquels les personnes supposées radicales expérimenteraient la sécurité et le soutien.
le mouvement féministe pour mettre fin à l'oppression sexiste engage activement ses participantes et participants dans un combat révolutionnaire. Et un combat, c'est rarement safe et agréable. Donc, c'est cette apparente, je dis apparente parce que c'est très important, apparente contradiction qui est souvent au cœur des débats, de dire, bon, les mouvements politiques disent quelque chose, mais en fait, à l'intérieur, et l'activité est extrêmement violente, donc on ne ressent pas l'amour, on ressent plus la violence. Et je pense que ça peut être réduit, cette apparente contradiction, toujours avec le travail de Bell Hooks, parce que de la même façon, elle explique le manque de définition de qu'est-ce que l'amour. La définition qu'elle propose de ce qu'est l'amour peut être facilement adaptée aux organisations politiques et à la façon dont on traite les rapports dans les organisations politiques sur trois types de rapports différents. Déjà, les personnes qui sont à l'intérieur de la même organisation, c'est-à-dire la même famille politique, avec les personnes qui sont dans des familles politiques proches, mais pas tout à fait alignées, donc ce qu'on appelle de manière générale les alliés pour les organisations politiques, et aussi avec les ennemis, c'est-à-dire les personnes avec qui on a des clairs antagonismes. En ce qui concerne les organisations afroféministes, les organisations des féminismes noirs, qui sont dans des situations de double minorité dans les contextes occidentaux, une éthique politique basée sur l'amour est à la base de la pensée des féminismes noirs parce que c'est une politique qui part de l'amour de soi-même comme possible sujet politique. Comme Nathalie l'a dit, c'est devant le fait que la production d'idées féministes a été très marquée par la réification du sujet du féminisme comme blanc, c'est-à-dire le fait de ne pas interroger la racialisation du genre, mais pas la racialisation du genre juste pour les personnes non blanches, mais la racialisation même du concept de genre, du concept de femme, comme le livre de Yoranke Uemi, The Invention of Woman, a été très prégnant. Donc, la base de la politique des féminismes noirs, de la production des féminismes noirs dans ce qu'on appelle l'Occident, la modernité, c'est penser un amour pour nous-mêmes. Et l'amour pour nous-mêmes pousse à une volonté d'être libre, à une volonté de ne pas être prise en étau entre, comme le recueil le dit, le fait que toutes les femmes sont blanches et tous les hommes, tous les noirs sont des hommes. Et j'aimerais prendre pour exemple un extrait du Kumbaya River Collective, qui est un des premiers collectifs de féministes noirs aux États-Unis, qui écrivait dans sa déclaration: la politique la plus profonde et potentiellement la plus radicale émane directement de notre propre identité et non pas des luttes pour en finir avec l'oppression d'autres. Dans le cas des femmes noires, il s'agit d'un concept répugnant, dangereux, menaçant et donc révolutionnaire, car au vu de l'ensemble des mouvements politiques qui nous ont précédés, il est évident que n'importe qui mérite davantage sa libération que nous. Nous rejetons les piédestaux et nous ne voulons ni le titre de reine, ni marcher 10 pieds en arrière. Cette citation est assez importante pour voir comment le fait de se réclamer comme sujet politique, exister politiquement, demander que même si les autres pensent qu'ils méritent plus de liberté que nous, ça doit partir d'un amour pour sa propre existence, pour sa propre condition subalterne, de réclamer le droit de dire un je et de créer une famille politique. Donc, la question est qu'on crée une famille politique, c'est-à-dire on crée une famille politique parce qu'on accepte que des kilomètres nous séparent avec d'autres familles politiques existantes. On crée une nouvelle famille politique parce qu'on n'en a pas trouvé une qui correspondait, ou on rejoint une, enfin je parle de création, mais ça peut être aussi rejoindre un collectif, et accepter les kilomètres qui nous séparent. Ça ne veut pas dire ne plus être en conversation avec certains groupes, mais être conscient que toute notre politique n'est pas présente
dans ces organisations et ne sont pas alignés pour notre libération. Et ça veut dire aussi parfois faire des allers-retours dans ce qui est dit général, spécifique, faire des allers-retours stratégiques parce que les organisations politiques, ce sont des organisations qui pensent la réalité sociale, c'est-à-dire qui pensent l'idéologie qui va produire la réalité sociale, qui va produire la réalité politique, qui va produire les conditions matérielles d'existence des individus dans cette réalité sociale. Donc, c'est des perspectives, des expérimentations et aussi une politique de penser le demain et penser stratégique pour arriver à ces objectifs. Donc, penser dans une éthique de l'amour au sein des organisations, c'est aussi penser comme on pense ses ennemis. Dans cette famille politique, dans cette idée on a une famille, mais on a des autres familles politiques qui sont des ennemis et parfois des familles politiques dans lesquelles ce ne sont pas des organisations où on lutte, on va dire, d'égal à égal, une organisation contre une autre organisation, mais ce sont des institutions dans lesquelles nous sommes imbriqués, comme l'État. Comment luttons comme l'État, la société, les normes qui sont dans la société, alors qu'on est dedans, on ne peut pas créer des bulles, donc alors qu'on est dedans, qu'on coproduit parfois ces systèmes de domination, qu'on vit dans des États qui produisent la création de l'autre, le fait, par exemple, l'existence d'États-nations qui sont basés sur le colonialisme, sur la criminalisation de la migration, sur les frontières, sur l'exploitation des continents africains, asiatiques et d'Amérique latine. Donc, comment en même temps, on définit les ennemis politiques alors que parfois on produit des ressources, on fait partie du contingent, quand on dit il y a 68 millions de personnes qui habitent en France ou 300 millions d'Américains, qui est compté dedans, donc on participe, qu'on le veuille ou non, ça, comment on fait les délimitations. Donc, penser une éthique de l'amour, c'est également penser le fait que l'autodéfense, l'amour pour soi-même et l'amour pour la possibilité de lendemain, la possibilité de pouvoir vivre dans le commun, la possibilité de pouvoir en finir avec ce monde tel qu'il est pour en créer un nouveau, doit nous faire considérer la possibilité et la nécessité de l'autodéfense et de la protection. Là, j'aimerais citer Dr. Joy James, une penseuse très importante, une thérapeute très importante, qui dit « I don't trust a dream that don't allow the possibility of nightmare ». Je n'ai pas confiance aux rêves qui ne permettent pas la possibilité de cauchemar. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que comment baser notre politique sur une éthique de l'amour tout en pensant au cauchemar et au cauchemar, c'est-à-dire les petits cauchemars et les grands cauchemars. Et les cauchemars, c'est au sein d'une famille politique, ce qui est récurrent et ce qui arrive souvent, c'est la violence à l'intérieur de la famille. Et c'est la corrélation entre famille et violence n'est pas juste la famille politique, parce que dans le cas, par exemple, du patriarcat, le premier endroit où on rencontre le patriarcat, c'est au sein de la famille. C'est-à-dire on rencontre le patriarcat avec les normes de genre, avec les violences qui ont lieu au sein de la famille, du cercle privé, que ce soit des violences morales, sexuelles, psychologiques. Donc c'est le premier ordre. La famille, la corrélation entre le concept de famille et la violence est souvent imbriquée pour plein d'individus. Et c'est pour ça que ce qui est en jeu dans la psychanalyse, c'est vraiment un des sujets centraux de la psychanalyse, c'est les rapports des individus avec leurs parents, avec leur famille, avec ce qui a constitué ce qu'ils sont et leur premier traumatisme. Donc, comment, lorsqu'on crée une famille politique, et une famille politique, contrairement aux familles, on va dire la famille comme on connaît, l'organisation sociale de la famille, surtout la famille assez nucléaire, ou même d'autres types de familles, une famille politique est constituée sur des bases idéologiques très, très fortes. C'est-à-dire c'est des bases idéologiques extrêmement
explicite. Alors que les familles, comme vos frères ou sœurs, les bases idéologiques ne sont pas aussi explicites. Bien sûr, il y a des bases explicites, l'hétérosexualité, le fait, si vous êtes dans une famille catholique, les règles sur l'horizontalité, sur le mode de punition, mais en termes, ce n'est pas explicité l'idéologie politique et sociale et ce qu'on veut en faire advenir. Alors que les familles politiques, la plupart du temps, explicites. Programme politique, famille de pensée, théorie, mode d'organisation, mode d'intervention, etc. Mais cette explicitation idéologique, théorique, de pratique, laisse beaucoup de place à l'implicite de la gestion des rapports individuels. C'est-à-dire qu'on pense que si on est explicite sur la politique et qu'elle est carré on point, ça ne nécessite pas d'expliciter la gestion des rapports des personnes à l'intérieur de cette famille politique. C'est-à-dire que ça présuppose que ces familles politiques sont une sorte de bulle à l'intérieur d'une société et qu'on rentre dedans, je ne sais pas, qu'on entre dans une salle de réunion pour un collectif, qu'on fait des actions ensemble, tout à coup, tous les modes d'interaction qu'on a dans une société extrêmement violente disparaissent parce qu'il y aurait une superstructure explicite idéologiquement de liberté, de mouvement social, etc. Donc, au sein des organisations, ce qui est souvent rencontré, c'est comment on réconcilie l'éthique politique et le fait qu'il y ait des violences. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un franc succès. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui se passe, comme dans la plupart de la société, ça dépend du démographique. Si sur les questions des violences sexuelles, si c'est une organisation majoritairement, et quand je dis majoritairement, je ne parle pas en termes numériques, mais en termes social, de qui a le pouvoir à l'intérieur des organisations politiques, si c'est des hommes qui ont le pouvoir, majoritairement, les cas d'agression sexuelle, etc., ne sont pas traités de manière extrêmement rigoureuse. Et ensuite, dans les organisations où les hommes ne sont même pas majoritaires, ces cas aussi de violence, de harcèlement, ne sont pas non plus traités au mieux parce que rentre la question affinitaire. Est-ce que la personne qui est accusée d'avoir fait quelque chose et amie avec beaucoup d'autres personnes ou pas? Et ensuite, il y a une question qui est adressée par la philosophie de justice reproductive ou de gestion des conflits, c'est le fait que c'est tout ou rien. C'est-à-dire, il y a une personne a fait quelque chose, donc son identité devient abuseur. Et il y a un côté réfractaire à reconnaître le mal qui a été fait, car la conversation est sur le fond de la personne. Donc, pour répondre à ces questions qui sont extrêmement urgentes, parce que c'est souvent, lorsque les organisations meurent, c'est lié parfois aux antagonismes politiques de l'extérieur, mais souvent, il n'y a même pas eu le temps d'avoir d'antagonisme politique. Elles meurent d'elles-mêmes à cause des conflits à l'intérieur. Et le but de penser la famille avec cette notion d'amour, cette éthique d'amour, c'est de penser la façon dont on peut créer une logique d'intervention qui considère, la délimitation, mais une bonne définition, de la même façon dont on définit on a une définition que chaque organisation, c'est pas obligé qu'elle est la même, ce que c'est une éthique politique et une éthique politique basée sur l'amour. Mais qu'est-ce que c'est un conflit? Qu'est-ce que c'est la violence? C'est quoi la différence entre un conflit, la violence et l'abus? Qu'est-ce que c'est les rapports de force? Comment les rapports de force ne se jouent pas pareil, même s'il y a des lignes, les rapports de force et de domination qui sont dans la société en général se retrouvent dans les organisations, mais les organisations ont leur propre logique de rapports de force et de domination qui jouent sur d'autres types, sur d'autres modalités, sur d'autres principes éthiques, et penser la résolution non pas comme le fait que tout le monde doit rester et être content à la fin, mais la résolution comme des décisions qui peuvent être douloureuses, mais qui doivent être prises, mais qui reflètent une vision collective. Ça veut dire que si on arrive à
résoudre des conflits dans des familles politiques qui ne s'étendent pas à l'échelle d'une société, mais s'étendent à l'échelle d'un groupe, ça, c'est prometteur pour les velléités d'accéder au pouvoir. Et quand je dis au pouvoir, je ne pense pas au pouvoir électif, hein, au pouvoir dans la démocratie à bas bruit, qui est la démocratie social-démocrate, mais je pense au pouvoir dans une société où la lutte de classe aurait été abolie, dans une société où le racisme et l'hétéropatriarcat et le colonialisme seraient dans le passé, c'est-à-dire dans une autre société, dans un autre monde, des propositions qui pourraient marcher. Donc, c'est pour ça qu'il est important, je pense, hein, de se focaliser les mouvements qui sont petits et minoritaires, c'est-à-dire que démographiquement, ils ne peuvent difficilement accéder à la majorité et peuvent difficilement être embrassés par la majorité, mais ça, ce n'est pas nécessaire d'être embrassé par la majorité pour réussir une lutte sociale, parce que malheureusement, on voit qu'on vit dans la dystopie imaginée par une très, très petite minorité d'individus. Mais penser le fait qu'être un mouvement minoritaire et doublement minoritaire dans le cas des féminismes noirs, c'est jouer un jeu d'équilibré sur un fil un peu tenu sur le fait de ne pas fantasmer des victoires qui n'existent pas, mais aussi de ne pas voir des défaites qui devraient être et qui ne sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on gagne, il y a des choses qu'on ne peut pas gagner, qui ne sont pas gagnables, mais qui ne devraient pas être au centre. C'est-à-dire qu'il faudrait se concentrer, pour moi, qui sont trois choses importantes. L'expérimentation de modes de résolution de conflits, la proposition de choses, parce qu'être toujours dans l'antagonisme, c'est-à-dire toujours être en relation, et en relation avec ce qui nous est proposé, c'est toujours ne pas sortir du cadre et ne pas sortir du cadre de la violence, c'est toujours rester délimité sur ce qui devrait être fait. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est la proposition. Mais la proposition, non pas en termes de proposition politique, de projet politique, mais la proposition de mode d'organisation qui repense les relations des individus avec eux-mêmes, avec les autres, et avec les autres en fonction, les autres qui soient proches, loin, et même les ennemis politiques, et comment on rentre dans des relations ou dans des non-relations basées sur une éthique politique qui est tournée vers l'avenir, qui est tournée vers la création d'autres choses et qui n'est pas coincée dans les narratives et dans les cadres qui nous sont imposés. Et pour ça, j'aimerais terminer avec un des points de mon livre sur le point 5 du dernier chapitre. Une politique afroféministe en contexte français comprend que les systèmes de domination se renforcent et disposent de logiques propres qui peuvent être contradictoires. Il nous faut constamment actualiser et conceptualiser nos réponses et nos analyses. Nous assistons aujourd'hui à la multiplication des postures de la part de mouvements qui n'ont que mépris et défiance à l'égard des luttes féministes et tentent de s'ériger en force de proposition et défense des femmes face au capitalisme et au néolibéralisme. Donc la vigilance est toujours de mise parce que la vigilance permet aussi de produire des théories nouvelles. Donc je pense que mon mot de la fin serait on a besoin de réactualiser cette théorie de Bell Hooks qu'elle nous a laissé. Comme a dit Nathalie, hein, que l'amour est vu comme un sujet qui est pour les Romains Harlequin, pour la peinture impressionniste et pour Rimbaud et autres poètes, et pas un sujet sérieux de sciences humaines, mais un sujet aussi politique, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de luttes, de mouvements qui parlent de l'amour, il y a très peu de conceptualisation de ces mouvements sur de quel amour il parle. Donc, c'est important d'actualiser ces propositions qu'elle nous a fait pour en proposer d'autres qui sont à la page et qui aussi permettent d'affronter les nouveaux challenges que nous
pense le néolibéralisme, le fait que les luttes sont reprises, sont désintégrées, sont instrumentalisées, sont territorialisées, et comment on infuse avec de la nouveauté, de l'actualisation, mais aussi de ce qu'on a appris des pratiques au sein des organisations pour ne pas laisser ces savoirs être enfermés, être carcéralisés au sein des milieux universitaires. Merci. Merci beaucoup. Pardon, est-ce que... Non, ça va, vas-y. Pardon, can we get the shared screen? Est-ce que vous nous entendez, Fania, Nathalie? Oui, je vous entends très bien. Oui. Merci beaucoup. Je vais passer le micro à Maggie qui va modérer la période de questions. Bonjour. Mais on ne voit personne. Ah, OK. On vous voit maintenant. Mieux? Oui. Oui, merci. Et si j'ai bien compris, on peut poser des questions en anglais? Oui, absolument. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une question sur la référence. Do it, Olivia. C'est une de mes étudiantes. So this question is for Natalie. So you were mentioning bell hooks and how monumental she was within her time. So do you feel that with her death, we're losing a voice that maybe can't be replenished, or maybe that you don't see active within the conversations today? Well, that's a really great question. I'd love to also hear what Fania thinks. I would have two answers in terms of what was lost with the loss of bell hooks. The first is indeed, as you pointed out, and as I've tried to demonstrate, the legacy, the contribution of bell hooks was absolutely enormous, tremendous. One of the things that was sad, however, was that when she died at the end of last year, it felt like I wish that we had more of a chance to celebrate her work in, the past, let's say 10 years that I've been in academia and engaged in Black feminism. I've seen the work of several contemporary Black feminists be celebrated, but I haven't necessarily seen or noticed the work of bell hooks celebrated. And I think it's in part because we maybe took her for granted and, obviously didn't anticipate that she would die so young. She was only 69 years old. And also in recent years, she had taken part in several public debates and had said some things that I think lost her a little bit of favor. If any of you are familiar or closely familiar with bell hooks in recent years, she namely got into trouble for calling Beyonce a terrorist. And nobody messes with Beyonce, basically. And so in a lot of ways, I think that she had kind of left a hole even before she died. And I wish that that while she was here, we had already been engaged in connecting with her work, with her legacy, and working through how we move, forward with that work. As for how we move forward now that she's gone, I don't think that anyone can replace her. And the sheer volume of her work is quite extraordinary, and I don't necessarily see people producing that kind of volume of work. But her work has been so influential and so instrumental. Whether people are citing her or not, they are really following in her footsteps. And so, I think that her legacy is alive in so many different
so many different people, so many different circles, so many different intellectuals, Black feminist intellectuals, so many community organizers, so many people are still reading her work, especially her work about love, and being really deeply touched and transformed. And so I'm really inspired by the way that, that her work touches people's hearts, and will continue to do so, I'm sure, for decades to come. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Fania? Non, moi, en fait, à chaque fois, parce que cette question revient souvent sur qu'est-ce que ça laisse un grand vide, mais je pense que c'est un vide qui part parce que ça a été extrêmement triste, mais son travail vraiment il résonne dans beaucoup de travaux qu'on lit, et même des travaux à la marge, et le fait que en ce moment à l'intérieur de l'université, le fait que les Black Feminist Studies commencent à être beaucoup plus développés, c'est après des années de marginalisation, d'antagonisme, de non financement, c'est grâce à de travail comme le travail de Bell Hooks. Et à chaque fois, je pense à cette citation de Toni Morrison qui disait we die, that might be the meaning of life, but we do language, that might be the measure of our lives. Et je pense que la vie de Bell Hooks a beaucoup de mesures, une grande, vraiment, parce qu'elle a fait beaucoup de language. If there are no questions from students, then maybe I'll ask a question from the Zoom. So we have two questions. The first one was from an anonymous attendee, Natalie, who asked if you could specify the references that you were using in the beginning of your presentation. I think in the first maybe minutes, perhaps you could name the text that some of your quotes were coming from, if you don't mind. And then I also have a question from a humanities colleague, Marika Hatzipetros, and she says, thanks for this great event. In my ethics class, we look at empathy as a moral emotion. That is, an emotion that mostly encourages us to be good to others. I love Hooks's conception of love as an action more than an emotion, but insofar as love involves feelings, I wonder if we can think of it in this context as a set of moral emotions, or is love so subject to forces of white supremacy, patriarchy, capitalism, and heteronormativity that loving someone doesn't necessarily lead to us wanting to behave in a way that will promote their well-being and avoid harming them? I can perhaps repeat if it's a long question. Wow. Should I repeat the last little bit? And we get it from the colleague with the academic question, with the commenter and the Christian. I think that what I was thinking a lot lately, because I was I'm working on an article about the notion of space, and I'm reading Bell Hooks' Belonging and other Black scholars, the notion of belonging, of space, of Blackness, and ontology of Blackness and space, so the meaning of that. And I was thinking about the love that we need to make a home, to belong somewhere, how we need to love a place, to say, oh, this is home, and how and want to belong over there. And the emotional investment that we have to do, but this emotional investment is so different and so subjective. It depends. For example, me, I can't live in a place, in a city where I can be engaged in terms of what happens socially, politically, in terms of activism. But it's not for everyone like that. Some people are more, about other characteristics. But the point of that is that the issue with love has the action, as the feeling, are tied to patriarchy, white supremacy, is more how we dismantle the normalization of the centrality of romantic love, the centrality of heterosexual, straight, cis, heterosexual romantic love, how we can
not saying that it's not important, but say that why we don't take as seriously the fact when people lose their friend, have a friendship breakup, or when they lose their place to live, or when they have kind of fade love with other kind of non-human living on the planet, like plant, etc. So I think that the question for me as a scholar activist, but more the question for the activist in me, is more likely what needs to be done to politically, socially change the balance of power that held heterosexual romantic love has a centrality of definition of love, with all the problematic, all the violence engaged, all the small love, the unlove, all the unkindness to just to be in companionship. So I think it's one of the question of who goes beyond the question of empathy, but the question of what we have to do as political and social movement to change the structure where different kind of love can exist and flourish in the society. All right, I have, so there were two questions. I'll also answer the question that that Fenya also answered about emotions, or I'll try to add to what Fenya shared. But just with the quotes, I found the page numbers for two of the quotes that I shared. So one of them was from Sisters of the Yam, Black Women in Self-Recovery from 1993, which I have here. And that was one of the first places where she offered a definition of love. So that was before her later book called All About Love. And on page 110, she says, "I'm empowered by the idea of love as the will to extend oneself, to nurture one's own or another's spiritual growth, because it affirms that love is an action, that it is akin to work." And that's from page 110. And then I also cited from All About Love, New Visions, on page 30. That citation was, "By encouraging the segregation of nuclear families from the extended family, women were forced to become more and more dependent on an individual man, and children more dependent on an individual woman. It is this dependency that became and is the breeding ground for abuses of power." And so those are the two quotes. The other quote I had was from the interview that's on YouTube of James Baldwin and Nikki Giovanni that was recorded in London in 1971. And I think that was most of it. To answer the question about love being a moral emotion, my first kind of impulse is to kind of reject or question or push against the desire to place love primarily in the sphere of sentimentality, in part because that's what that's what Bell Hooks was really asking us to do. And also I'm thinking about this also because recently I've been teaching the work of Saidiya Hartman, who's another Black feminist thinker, who is a little bit harder to maybe perceive it because their writing styles are vastly different. Saidiya Hartman's work is a lot more theoretical and historical, and her language is very dense, whereas Bell Hooks, especially her later work, is extremely accessible and really grounded in sort of contemporary thinking about family and community and love. But Saidiya Hartman is very much within the same kind of, thinking the same kind of Black feminist consideration as Bell Hooks was, in 2 points in particular. One is that Saidiya Hartman defines the sort of specificity of Black women's experience, having been really defined by the experience of slavery and the transatlantic slave trade, and that experience of enslaved Black women was one that was fundamentally defined by unredressed injury.
And so the fact that one could harm Black women in various kinds of ways, including sexually, without that kind of harm registering as kind of harm because, you know, these women were enslaved and were considered to be property. And so that problem of unredressed injury and of Black women's experience being grounded in the kind of, you know, legacy of that unredressed injury is a lot of what Bell Hooks is grappling for, right? She's asking to create a kind of love where, you know, unredressed injury isn't the norm and in fact isn't even, you know, possible. She's asking us to create a love that centers accountability, that centers, you know, a series of actions that are concrete. And Saidiya Hartman highlights the way that this, you know, this form of violence and this unredressed injury in so many ways can be papered over, can be covered by, you know, kind of ruse of seduction, a ruse of sentimentality. There are so many kinds of emotions and feelings that can be performed that can mask over abuse to call it something else. And that's also what Bell Hooks is fighting against, right? She's asking for love to go beyond a kind of performative, you know, something that you say, something that you feel, to really be grounded in what you do, so that ultimately, if you have the evidence of what is done, you can actually say, which, you know, Bell Hooks does, that isn't love, right? Whereas if it's just grounded in the feelings or in the intentions of the person can say that, you know, that still is love. Whereas, you know, if you look at the evidence of what's done, of the unredressed injury, of the harm, then you can kind of, you know, more definitively say that, you know, that isn't love, and that's some kind of violence or abuse that that one has to extirpate oneself from. Thank you for that question. Leila, are there other questions from the? So our students are telling me that there are no questions. Okay, are there other questions from the audience? That was a great question. That's your student name, Yes, yeah, these are all mine. All mine. Well, I would have a question for. It's me again. Hi, guys. So I guess j'ai été interpellée par, je peux poser peut-être la question en français puis éventuellement la traduire moi-même pour que vous ne soyez pas obligés de le faire. Je me demandais si vous pouviez dire quelques mots sur la réception, d'une part au sein du mouvement féministe mainstream, des idées de Bell Hooks, notamment sur la question de l'amour, justement parce que ce n'était pas un sujet qui était traité comme étant un sujet de connaissance ou un sujet de théorisation féministe, comme elle l'a fait en tout cas. Donc, je serais intéressée, je pense que ça serait intéressant pour les étudiants et les étudiantes aussi d'avoir une idée sur comment ça a été reçu par les autres penseurs de son époque peut-être et depuis, puis aussi au sein des communautés noires. Parce que justement, tu disais, Nathalie, en introduction, que les féminismes noirs se dressaient aussi en contrepartie avec l'organisation des organisations pour les droits des personnes noires, notamment aux États-Unis, etc. Et pour dire que all the blacks are men and all the women are white, que Fania mentionnait. Donc, si vous pouviez peut-être nous offrir quelques pensées sur l'évolution historique un peu Parce qu'aujourd'hui, au moment de sa mort, j'ai été frappée par combien de personnes se sont réclamées de son travail, how many people talked about being inspired and moved. But I know from my own activism in the local women's movement that I heard very little of Bell Hooks, 10, 15 years ago. The non-Black women I worked with didn't necessarily, I don't know if they knew who she was, but there was nothing in our interaction that hailed from the kind of work that seemed to hail from her, taking inspiration from her work. So thank you. Mm-hmm. I would also tack on to your question, another question for Fania. Maybe also about like issues of translation, right? Yeah, surtout avec la France. Yeah, c'est ça. Ben, la France ou même le Québec, en fait. Mais c'est le français peut-être.
En fait, je pense qu'il y avait je ne sais pas où je pense que c'est dans son intervention à The New School ou dans une autre de ses interventions où elle disait que ce qu'il avait rendu, qui faisait qu'elle vendait des livres, c'était pas le milieu universitaire, c'était les book clubs tenus par des Noirs, c'était les libraires noirs, c'était les femmes noires, etc., qui a fait qui la faisait travailler. Je pense que c'est à son intervention à The New School, je pense, ou peut-être dans une intervention télé. Et elle expliquait ça. Et je pense que c'est extrêmement important de voir ça parce que ça explique aussi la trajectoire qu'elle a eue à l'université, que bon, elle n'a pas eu elle est dans l'université américaine, donc on sait c'est quoi une trajectoire professionnelle, disent réussie en termes en termes et de position, etc. Donc elle n'a pas vraiment eu ça, qui est aussi par les choix qu'elle a fait, parce qu'elle écrit des choses, elle est une interventionniste scolaire, elle écrit des choses pour le grand public. C'est extrêmement, par exemple, quand on lit All About Love, il y a très peu de notes de bas de page, les livres sont cités intégralement, elle résume la pensée elle résume la pensée des livres au lieu de mettre juste le concept, qui fait que c'est extrêmement facile, digérable à lire, et elle écrit vraiment pour un public extrêmement, extrêmement large, et je pense que ça lui a valu d'être mise à côté, en plus du fait qu'elle était noire et féministe noire au sein d'une université majoritairement blanche libérale, et puis d'être mise de côté, mais aussi sur la façon dont elle écrivait. Ensuite, pour la réception, moi je sais pour la réception en France, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2008, 2009, 2010, on était sur Internet, les groupes d'afroféministes, qu'on était très petits et qu'on traduisait de manière illégale les belles looks de manière illégale, les pages totalement complètes, aidées un peu avec des dictionnaires. Et les premiers textes de féminisme noir qui ont circulé largement avec Twitter, avec la montée des afroféministes, ont été traduits par des afroféministes bénévoles sur des blogs, sur Tumblr, fait à l'âme de Tumblr, malheureusement. Et c'est comme ça. Et ensuite, c'est en 2015, je pense, que la traduction par Cambourakis, où je publie mon livre dans la même maison d'édition, que Cambourakis a fait traduire de la marge au centre et ne suis-je pas une femme. Et après, mais c'était déjà connu des milieux noirs, des milieux militants noirs, des afroféministes, mais c'était aussi connu des milieux noirs non afroféministes et même antagonistes parce qu'il y avait cette guerre sur la réhabilitation des masculinités noires, à citer James Baldwin, Malcolm X, c'est-à-dire que même les antagonistes noirs contre les féministes noirs connaissaient Bell Hooks, connaissaient Surgery Truth, parce que justement ils étaient contre son idée et que une certaine forme de masculiniste a besoin de s'ériger en ennemi, et elle est devenue l'ennemie la plus connue des milieux noirs réactionnaires à l'afroféminisme en France. Et ensuite, il y a eu une pénétration dans les milieux universitaires, surtout les milieux blanc, on va dire, avec la circulation de l'intersectionnalité en France, qui a commencé à partir de 2005, mais surtout avec son livre, pas son livre sur les féminismes noirs, mais sur le livre sur apprendre à transgresser et sur l'amour. Et je pense ici, c'est les livres qui ont fait une percée, mais il y a plein de ces autres livres qui ne sont pas traduits. Par exemple, les livres que moi, un de mes livres préférés de Bell Hooks, c'est Belonging, et c'est sur un sujet que des gens savent, mais c'est pas le plus connu, sur la théorie qu'elle a sur l'espace, sur la spatialisation, mais voilà, sur l'amour. Et c'est parce que All About Love est quelque chose qui peut être servi comme un livre de, comment on dit, self-help, comme on dit en français, de développement personnel, et dont les gens s'en servent comme un livre de développement personnel en dehors des organisations, qui peut être déterritorialisé de son corpus de pensée sur les féminismes noirs. Et on a vu, plus elle est montée en célébrité, on va dire, comme scholar, plus
il y avait des tentatives de déterritorialisation de Bell Hooks comme Black feminist pour la mettre féministe générale ou penseuse, etc. Et j'ai vu la dernière, donc je me suis un peu fâchée avec les gens de New School, le committee manager, qui, pour sa mort, a dit « Oh, la mort de Bell Hooks, féministe, etc. » Et j'ai dit « Vous ne pouvez pas écrire 3 paragraphes et pas mentionner le mot noir en 3 paragraphes. » Donc, en fait, cette déterritorialisation va en même temps de la mainstreamisation, on va dire, ou le fait qu'elle est devenue plus ce qu'on appelle en France une intellectuelle publique à la Bourdieu. Et on a vu ce cheminement, mais en France, la question se pose sur la traduction. Il y avait une polémique aussi avec l'éditeur qui avait fait traduire, je pense que c'était de La Marge au Centre. La Marge au Centre a été traduit, mais la préface a été faite par une femme non noire, une femme arabe, pas noire. Donc, il y avait cette question de comment vous déterritorialisez et aussi avec cette utilisation de la pensée féministe noire pour tout sauf les femmes noires, pour citer Horton Spiller qui parle de pornotrope, du fait d'utiliser le corpus et le corpus des féminismes noirs qui est basé sur la violence faite aux femmes noires, qui est ensuite utilisé pour parler d'autre chose que les femmes noires dans un mouvement assez connu de négrophobie intellectuelle et de réappropriation. Il y a eu un très très bel article de Terefé, elle s'appelle, qui a écrit sur Maria Langonès et Maria Langonès, dans son article La colonialité du genre, est extrêmement connue et comment elle critique, elle fait une très belle critique du travail de Maria Langonès, qui est pour elle un pornotrope décolonial qui utilise le corps des femmes noires comme exemple, la pensée féministe noire, mais pour faire encore la séparation woman of color, black people, donc les gens qui sont et woman et black people ont encore disparu. Donc en fait, il y a ce mouvement-là, mais cette fois-ci, il y a eu plus de backlash, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de retours et Ne suis-je pas une femme je pense que la préface a été écrite par Amandine Gay. Et un des deux a été écrit par Amandine Gay. Donc voilà. Et l'autre point que je pense qui était important sur ça, sur les questions de traduction, c'est qu'on lit à l'intérieur, en fait, il y a des références qui devraient être plus contextualisées parce que même le « Ne suis-je pas une femme », quand on le lit en anglais, on comprend avec le discours de Sojourner Truth, mais je ne sais pas si en français on comprend la même chose. On comprend l'idée générale, mais je ne sais pas si on comprend la même chose dans l'histoire. Donc voilà, donc c'est toujours le même problème de circulation, dépossession, dépolitisation et résistance. Il y a toujours une persistance à résister à cette dépolitisation et à cette reterritorialisation d'individus comme black féministes ou juste féministes quand ils peuvent être utilisés pour parler de tout sauf des femmes noires. La seule chose que j'ajouterais, je suis absolument d'accord avec tout ce que Fania vient de partager. La seule chose que j'ajouterais aussi, c'est que je crois que ce qui a rendu, surtout dans le passé, je crois qu'on oublie facilement aujourd'hui, mais surtout dans le passé, dans les années 80-90, ce qui compliquait la réception aussi de l'œuvre de Bell Hooks, c'était le degré auquel elle n'avait pas peur de la polémique. En fait, pour moi, je recommande beaucoup, il y a une des conférences qu'elle a données en 1992 à Vancouver, en fait, au Canada, qui a été enregistrée. Et en fait, elle a donné la conférence peu de temps avant un essai très célèbre qu'elle a écrit sur l'appropriation culturelle, intitulé Eating the Other. Et donc, c'est un enregistrement de la conférence au complet. Si vous recherchez, c'est dans les archives de la ville de Vancouver. Et le titre de la conférence, c'était Madonna, Star or Sister. Et donc, ça date de 1992. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la période de questions et la vivacité de l'échange entre Bell Hooks et les personnes dans l'auditoire. Et
l'animation, la verve, l'énergie qu'avait Bell Hooks, qui vraiment n'avait pas peur, elle n'avait pas froid aux yeux et s'attaquait aussi finalement presque à tout le monde. Elle avait comme une énergie qu'on associe, je dirais aujourd'hui, à comme Twitter ou au blog. En fait, elle avait tellement pas peur de dire ce qu'elle pensait. Et personne, finalement, était à l'abri. Et c'est ce qui était absolument brillant. Mais j'imagine que c'est aussi ce qui a peut-être rendu son intégration, son assimilation dans le milieu universitaire en particulier, mais aussi plus largement dans le milieu culturel, difficile. Et donc ça, c'était en partie à cause de, justement, à cause de sa puissance, du degré auquel elle refusait les compromis. Son intégrité intellectuelle, morale et tout, mais aussi, comme l'a souligné Fania, il y avait aussi un côté, il y avait aussi une critique ou une réaction plus réactionnaire d'hommes noirs en particulier ou bien de milieux hétérosexuels traditionnels qui voulaient garder les normes de genre, qui refusaient justement cette remise en question féministe et black féministe qu'exigeait Bell Hooks et d'autres féministes noires. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est que cette branche réactionnaire est visiblement toujours présente. Et d'ailleurs, j'étais surprise de voir ça sur Twitter, qu'il y avait des gens qui réactivaient ces discours sur la masculinité, sur l'homme noir, sur l'importance de protéger l'homme noir, sur les rôles entre les hommes et les femmes, et qui traitaient justement Bell Hooks de vilaine. Moi, je pensais que c'était une histoire du passé, mais visiblement, c'est genre... Ben en fait, c'est pas du tout... En plus, le truc, c'est l'actualisation, mais aussi l'actualisation dans le fait que qu'il y a une actualisation, mais j'ai vu qu'il y a une actualisation qui est, par exemple, en France, ils adorent quelqu'un qui s'appelle Curie ou Perry, je ne me rappelle jamais de son nom, qui pense les masculinités. Curie, je pense qu'il s'appelle, c'est un sociologue, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais d'un autre côté, il y a un philosophe noir bien connu qui s'est réinventé une vie au Canada et qui est souvent très invité au Canada et au Québec, justement, pour parler des Noirs et qui est un ennemi juré du black feminism. Donc, je pense que la circulation et la circulation et c'est quoi le mot déjà, le recyclage dans la circulation est très courant, surtout qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de passer d'un point à un autre, même si je pense que le point focal, c'est pas que les gens ne sont pas au courant, mais que malgré le fait que les études sur les féminismes noirs, les mouvements féministes noirs sont beaucoup plus, on en parle beaucoup plus, mais ils sont toujours traités comme des endroits où on prend des choses et il n'y a pas besoin d'accountability. Donc, ça veut dire que ce n'est pas grave. Si on invite ou on pousse un de leurs pourfendeurs intellectuels, ce n'est pas très grave parce que c'est les débats d'idées. Mais lorsqu'il y a besoin de trucs, on peut aller y piocher. Donc, même s'il y a une mutation qui fait que la confrontation est moins directe, on va trouver moins facilement des trucs en mode comme il y a eu dans les années 70-80 où les attaques étaient extrêmement virulentes contre les féminismes noirs qui produisaient. On va trouver cette même approche de oh, mais on n'était pas au courant, mais on est au courant, mais maintenant on peut quand même acheter, etc. Vis-à-vis des féminismes noirs, alors que vis-à-vis d'autres mouvements, et même pas des mouvements, vis-à-vis d'autres écoles de pensée où il y a des gens extrêmement problématiques, les gens ne prennent pas ce risque de se mettre à dos, par exemple, des scholars académiques qui signent des lettres embarrassantes, par exemple, pour parler de certaines lettres qu'il y a eu à Harvard récemment. Je crois que c'est tout pour l'instant. Il y avait d'autres questions, mais malheureusement, parce que le prochain panel doit commencer à 16h, je suis désolée, je pense qu'on va devoir arrêter, mais visiblement, votre présentation a suscité énormément d'intérêt. Est-ce que vous seriez d'accord si jamais les gens voulaient vous poser d'autres questions, que je puisse vous envoyer un courriel peut-être de la part de ces personnes-là, si vous avez le temps de répondre, juste pour ne pas les laisser sur leur soif? Pas de problème.
Oui, oui, toujours heureuse de faire des propositions de lecture. Alors, tu pourras nous envoyer un courriel. J'ai mis l'article dont je parlais, The Pornotrope of Decolonial Feminism, de Serife Salawam. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, Léla. Merci beaucoup. Merci.